cette intervention par la situation. On va sortir un peu du Moyen-Orient et revenir à ce qui se passe en Ukraine. Ça fait longtemps qu'on ne t'a eu et j'aurais aimé un petit peu savoir où en était l'évolution de ton analyse de ce qui se passe face à des médias occidentaux qui disent que Poutine est confronté à une grogne intérieure et à une forte résistance extérieure qui fait même dire à certains analystes que l'Ukraine, depuis 2 mois, gagnerait du terrain sur la guerre face à la Russie. Je suppose que tu as une analyse un tantinet différente de celle-ci. Oui, alors avant de commencer mon propos, puisque nous sommes le 9 juin, pardon, pas le 9 janvier, le 9 juin, je tiens à saluer la mémoire d'Éric Dénessé qui nous a quittés dans des circonstances toujours non élucidées il y a 1 an aujourd'hui et qui était un de nos camarades de la dissidence et un des plus brillants analystes de la situation géopolitique mondiale. Donc, je voulais commencer mon propos en saluant sa mémoire. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, on voit depuis quelques semaines maintenant surgir ou ressurgir, diront certains, un narratif selon lequel la Russie serait de nouveau en difficulté, selon lequel donc Vladimir Poutine serait en recul dans sa cote de popularité. Alors là-dessus, ça c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a des instituts de sondage d'opposition à Vladimir Poutine qui prennent la température en Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale, qui au début de l'opération militaire spéciale en 2022 évaluait la cote de popularité de Vladimir Poutine autour de 83-84% d'opinion favorable, et roulement de tambour, aujourd'hui, après un peu plus de 4 ans de guerre ouverte en Ukraine, elle serait tombée à 73%. Alors, quand on compare au niveau où se trouve aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est-à-dire entre 13 et 15% maximum, voilà, oui, un peu de recul, oui, mais quand on est encore largement au-dessus des 50% et même des 70%, et je rappelle, hein, je dis bien, des sondages faits par des instituts d'opposition au gouvernement de Vladimir Poutine. Pas la voix de son maître comme pourrait, parce que chez nous, quand on voit qui fait les sondages, on peut se demander s'il y a une véritable opposition au gouvernement en place. Donc, sur ce plan-là, le recul, il est là. Bah oui, parce que quand on est au bout de 4 ans de guerre, qu'il y a certains secteurs, notamment qu'on a une inflation qui peut paraître importante, même si de l'autre côté, on sait très bien que les salaires s'alignent pour permettre aux gens de ne pas perdre de pouvoir d'achat. Il y a des problèmes donc dans certains secteurs de main-d'œuvre qui sont pas forcément toujours réglés, mais globalement, on voit bien que c'est un pays qui tient, contrairement à tout ce qu'on nous a vendu depuis 4 ans, qu'ils allaient s'effondrer, qu'ils n'avaient plus les moyens industriels, qu'ils étaient obligés de démonter les puces de machines à laver. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. On nous a fait tout un pataquès sur les difficultés l'année dernière liées aux frappes dans la profondeur sur l'ensemble du système de production de pétrole. Mais comme l'a expliqué Hervé Carrès, 80% de ce à quoi on a assisté, ce sont des frappes, enfin, c'était et ce sont encore des frappes sur les conteneurs de pétrole et certainement pas sur la partie raffinage dans les installations qui sont frappées. Donc ça crée, puisque c'est l'objectif, de très belles images d'incendies nocturnes ou diurnes, comme ça a été le cas là avec Saint-Pétersbourg. Mais en termes d'impact sur la production de pétrole, Jacques Sapir et d'autres évaluent ça à 5 à 10% de la production qui a été entravée au cours de l'année dernière à cause de ça. Alors c'est important, hein, même si ça monte à 10%, c'est important, mais rendons-nous bien compte que il reste 90% de la production qui a fonctionné correctement. Et la preuve, à partir du 28 février, rien de tout ce qui s'est passé, y compris depuis le début de l'année, en termes de frappes ukrainiennes avec des drones de nouveau sur des raffineries, n'a empêché la Russie de poursuivre des exportations dans des proportions absolument gigantesques de son pétrole
pour pallier ce qui se passait dans le Golfe Persique. Et par là même de s'enrichir en termes d'échanges, puisqu'elle a forcé tous ses acheteurs à faire les transactions en roubles dans des proportions qui sont absolument énormes. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du premier semestre, tous les gens sérieux, et notamment encore Jacques Sapir, qui a la double casquette d'être un spécialiste de l'économie russe et des questions pétrolières, nous explique que cette année, en fonction des indicateurs que les économistes ont à leur disposition, la Russie va se retrouver en gros avec 1,5% de croissance. C'était à peu près la même chose l'année dernière. Rendons-nous bien compte que nous, aujourd'hui, en France, on est à zéro. Dans la réalité, hein, je ne vous parle pas encore une fois des gens qui viennent vendre la sauce de Macron sur les plateaux télé et qui vous font miroiter 0,5, 0,6 ou 0,7. Tout le monde sait qu'à la fin de l'année, ce sera zéro, puisque l'impact de ce qui se passe dans le Golfe, que ce soit Jacques Sapir, Marc Toiti et d'autres gens très sérieux, estiment qu'on va se le prendre en pleine figure à partir du mois d'août et assurément du mois de septembre en termes de pénurie, notamment de gasoil et puis d'inflation, etc. Donc, on est dans une situation où, oui, bon, bah, la Russie est un pays qui fait la guerre. Je ne vais pas dire que c'est un pays qui est en guerre parce que c'est pas la réalité, mais qui fait la guerre, dont une partie du territoire, donc des fois de manière très spectaculaire, peut être frappée par des frappes de l'armée ukrainienne, ça fait pas de doute, mais qui continue politiquement, économiquement à tenir le choc, qui ne réplique pas encore une fois, parce que les gens ici sont des petits énervés qui pensent que la guerre, c'est, je sais pas, ce qu'on leur a raconté sur la Blitzkrieg allemande en 1940, qui n'ont rien compris de ce qu'était la guerre en tant que rapport de force et de rapport d'opposition de système. Et donc, les Russes ont décidé d'employer une méthode qui est la leur, qui ne correspond pas à notre mentalité, qui ne correspond pas à la vision qu'on se fait de manière complètement erronée de ce qu'est la guerre. Hein, comme je le disais l'autre jour, oui, les Américains ont mis à peine un mois depuis le début de l'invasion de l'Irak en 2003, je crois que c'était donc les opérations terrestres ont commencé du 19 au 20 mars 2003. Ils étaient dans Bagdad début avril. Ils ont donc mis à peine 4 semaines à conquérir la capitale de l'Irak. Ont-ils gagné la guerre en Irak? Non. Et ils sont restés dans un bourbier qui a duré des années. Donc, venir pointer la Russie en disant ils avancent pas, c'est des nuls, etc. Même au vu de comparatifs avec l'armée américaine, puisque tout le monde est là à nous dire que c'est l'autre grande armée dans le monde, eh bien, on se rend compte que aujourd'hui, par rapport à des obligations ou par rapport à des défaillances internes, personne ne s'est lancé dans des opérations. Tiens, je prends ton pays en 4 jours, 5 jours, et puis c'est réglé. Hein, ça a été une très très grande exception, la guerre des 6 jours en 1967. Hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, où on a un rapport de force technologique et de renseignement qui est tel en faveur d'Israël, et puis une incapacité de coordination des pays arabes qui permet en 6 jours à Israël de gagner la guerre. Mais ça reste exceptionnel. Donc, il faut surtout pas se baser sur ces modèles-là pour juger de ce genre de choses. Et je rappelle, quand les gens disent oui, l'Ukraine, la petite Ukraine toute seule face à la Russie, non mais soyons sérieux, il y a plus de 30 pays parmi les plus puissants du monde occidental qui fournissent armes, matériel et puis bien évidemment finances. Hein, on le voit, nous, Européens de l'Ouest, à force d'être dépouillés pour ça, pour que l'Ukraine tienne. Si l'Ukraine avait été seule, toute seule face à la Russie, ah bah oui, c'était plié en 8 jours, hein, puisque 8-9 jours, puisque c'est à peu près le délai après lequel on était tombé d'accord sur des modalités de paix le 7 août 2022, que les Occidentaux ont tout fait capoter en promettant à Zelensky cette aide mirifique et très importante qui lui a permis de résister. Voilà, donc parce que sans ça, je rappelle que sans les renseignements satellitaires américains, sans Starlink, sans les munitions, sans les HIMARS, sans tout ça, c'est-à-dire les forces de la seule Ukraine contre la seule Russie, bon, bah, ça faisait pas un pli et c'était terminé au bout de 15 jours. Voilà, donc aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut. Alors après, sur le front des opérations lui-même, vous avez ce narratif
qui est sorti de l'hiver. Hein. Au cours de l'hiver, on en avait parlé sur l'antenne à ce moment-là. Il y a eu des contre-attaques, je dis bien des contre-attaques ukrainiennes dans des secteurs importants qui avaient été ciblés de manière intelligente par l'état-major ukrainien pour poser des difficultés aux zones que la Russie avait mises sous tension à la fin de l'automne, et notamment donc dans l'oblast de Zaporizhia. Donc ces contre-attaques ont profité du fait que les premières lignes russes n'étaient pas occupées à cause des conditions climatiques de manière aussi homogène que d'habitude. Et puis, ces situations-là se sont résorbées d'elles-mêmes au début du printemps. Il n'y a qu'un seul endroit au sud de la ville de Zaporizhia où véritablement les Ukrainiens ont reconquis quelques dizaines de kilomètres carrés pour éroder la pince occidentale que les Russes étaient en train de refermer sur la ville d'Orikhiv, et c'est tout. Et la pince orientale, elle est toujours en très bon état, elle continue sa progression et elle continue de matraquer l'armée ukrainienne. Et partout ailleurs, l'armée ukrainienne est en difficulté, comme on l'a expliqué à cause du Zvuksbank de l'année dernière. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que tout ce qu'on nous raconte camoufle la chute imminente de Konstantinovka. C'est-à-dire que les Russes ont relancé des opérations offensives, alors d'abord dans le secteur autour de Kupiansk pour attirer des unités ukrainiennes prélevées ailleurs sur le front. Ça a fonctionné à plein régime. On a constaté d'ailleurs parmi les morts et les prisonniers qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains. Hein, on me disait encore hier qu'il y avait des Colombiens. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des Colombiens. On m'a expliqué qu'il y avait vraisemblablement aussi des Mexicains. Et puis là, on voit que les combats pour la ville de Liman viennent de démarrer la semaine dernière, et que par contre, la bataille de Konstantinovka, nous sommes début juin, elle a redémarré fin avril, et que la conquête de la ville se poursuit, et que cette ville est un nœud défensif majeur, un peu moins important que l'était Pokrovsk, mais quand même, c'est pas quelque chose de secondaire, puisque ça ouvre la porte définitivement sur Slaviansk et Kramatorsk, et personne ne nous en parle. Il n'y a pas un média occidental qui vous dit attention, la bataille de Konstantinovka est en train de mal tourner, parce qu'elle est en train de mal tourner pour le moment pour les Ukrainiens, et que quand la ville va tomber, pour le moment, on est presque maintenant à 40% de la ville déjà conquise, peut-être un peu plus en fonction de la zone grise par l'armée russe, et son avance à l'armée russe, elle est constante et régulière depuis maintenant la fin du mois d'avril. Donc, tout ça, le narratif qui en plus, je le rappelle, selon lequel la Russie recule, c'est pris sur l'Institute for the Study of War de la famille Nuland-Kagan, c'est-à-dire les pires néoconservateurs qui sont à l'origine de la récupération du Maïdan au profit de la CIA et des néoconservateurs américains. Donc, quand c'est eux votre source d'information pour vous dire les Ukrainiens gagnent du terrain et la Russie recule, au bout de 4 ans et quelques mois de guerre, où ces gens-là nous ont raconté tout et n'importe quoi, je ne sais même pas comment on peut encore aller dans leur sens. Parce que pour ce qui concerne notamment Konstantinovka, même les blogueurs, les mini-blogueurs ukrainiens reconnaissent que c'est en train de se dégrader gravement pour l'armée ukrainienne. Donc voilà, on essaye encore une fois, et c'est la énième fois, donc c'est pour ça que moi je commence à être un peu blasé de tout ça, c'est la énième fois que les Dalton se réunissent et nous disent on va encore faire monter les enchères, etc., etc. Nous, à Veille Stratégique, sur le Patreon, on a passé un papier d'analyse que nous avons réalisé nous-mêmes. Ce n'est pas une traduction d'article sur les livraisons, les fameuses livraisons d'armes à l'Ukraine. Les fameuses livraisons d'armes à l'Ukraine, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'intercepteur Patriot qui est prélevé sur les stocks américains. Jusqu'à quand? On n'en sait rien, puisque si ça redémarre dans le Golfe, il va falloir faire un choix drastique en termes de qu'est-ce qui nous reste comme munitions à partager. Et c'est payé par les Européens. Donc ça a un impact pour intercepter les frappes russes. Bon. Ensuite, on a des drones qui sont livrés, notamment là, depuis quelques mois, depuis fin avril, par la Grande-Bretagne, pour aider à pallier les problèmes que rencontre l'industrie ukrainienne, qui ne fabrique quasiment plus que des drones et avec lesquels elle se permet
pour le moment encore, de tenir le front parce qu'ils n'ont plus que ça en ce qui concerne l'appui-feu. Ils ont quasiment plus d'artillerie. Ils ont bien évidemment peut-être encore 1 ou 2 avions qui permettent de faire des frappes dans la profondeur avec du Storm Shadow, mais ils viennent pas bombarder en faisant de l'appui aérien rapproché. Donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que sur le terrain, hormis donc des drones, vous n'avez plus de chars, vous n'avez plus de pièces d'artillerie. Alors là, les Grecs ont dit qu'ils allaient livrer leurs pièces d'artillerie à l'armée ukrainienne. On va voir quand, comment elles vont être sur le front, parce qu'elles vont peut-être arriver dans le port d'Odessa, mais elles n'arriveront peut-être pas sur le front. C'est un facteur que tout le monde oublie aussi. J'ai pas revu encore la qualité des pièces, mais ça me semble pas être du super 155 mm dernier cri. Mais voilà. On va voir aussi comment les Ukrainiens seront formés en amont sur ces pièces avant qu'elles ne puissent être utilisées. Donc, c'est des processus qui nous amènent au mois de septembre ou au mois d'octobre dans le meilleur des cas. Donc, les armes dont on nous a tant parlé pendant des années, les chars, l'artillerie, les transports de troupes, il n'y a plus rien à livrer à l'Ukraine. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne. Sinon, on déshabille les armées d'actives européennes. Il reste quelque chose, mais là, ce sera au détriment des forces actives, parce que les stocks sont tous vides et que les arsenaux ne produisent toujours rien par rapport à ce que nous a raconté qui Emmanuel Macron, qui Thierry Breton. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est quand on nous dit on a quand même fait tant de centaines de milliers d'obus. Bah oui, mais sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de pièces d'artillerie pour les tirer, les copains. C'est là aussi que c'est phénoménal d'un point de vue de la planification, c'est-à-dire que quand on voit les pertes subies par l'artillerie ukrainienne, tant par l'effet de la bataille elle-même que par l'usure des tubes dont on n'a pas reconstruit de nouveaux modèles, eh bien, on se rend compte qu'on va se retrouver dans une situation ubuesque où on va finir par avoir plus d'obus disponibles que de tubes pour les tirer. C'est phénoménal. Encore une fois, les mecs qui ont planifié ça, ils étaient sous la houlette de Thierry Breton. Un nouvel échec pour notre ami, qui vient pourtant pérorer tous les dimanches soirs chez Darius Rogemin. Voilà, donc c'est magnifique. Donc, la Russie continue sa stratégie d'attrition. Donc, elle n'a jamais, depuis octobre 2022, elle n'a plus dit on veut prendre tel ou tel terrain. On sait bien qu'ils veulent quand même libérer les oblasts qu'ils ont annexés parce que ça reste constitutionnellement le territoire russe. Et puis après, ils continuent d'infliger des pertes de plus en plus importantes à l'armée ukrainienne, qui continue. Les gens me disent, mais comment que ça se fait qu'ils continuent ? Parce que les Ukrainiens continuent de sacrifier leur jeunesse comme on l'a dit, jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà. Donc, on a maintenant les chiffres. On a longtemps été là à dire, oui, c'était ci, c'était ça. 42, 44 millions d'habitants au 24 février 2022. Aujourd'hui, 25 millions. Voilà. Donc, il va falloir aller rechercher encore du monde. On continue d'assister à des arrestations, puisque c'est ni plus ni moins des arrestations, des enlèvements de conscrits dans les rues auxquels les populations, on a vu une évolution. Il y a 2 ans, des types se rebiffaient tout seuls et ils se faisaient quand même attraper parce que ils étaient tout seuls à résister à leurs kidnappeurs. L'année dernière, on a commencé à voir des gens autour d'eux, des familiers, leurs femmes notamment, essayer de les défendre. Et puis peu à peu, on a vu aussi en fin d'année dernière des gens, des kidams qui n'ont rien à voir avec le type qu'on essaye d'enlever, commencer eux aussi à venir en aide à celui qui doit être kidnappé pour empêcher les recruteurs du TCC de le prendre. Et ça se généralise. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de civils qui n'ont rien à voir avec le gars qui va être kidnappé, qui se portent à son secours pour empêcher qu'il soit envoyé de force au front. Et puis on a, parce que moi j'en fais mes gorges chaudes depuis une semaine, on a eu cette scène magnifique d'intelligence la semaine dernière sur des kidnappeurs du TCC, des recruteurs qui se sont pointés dans un endroit bien évidemment parfait pour s'en prendre une. Ils sont allés dans une salle de sport où des mecs s'entraînaient à la boxe pour capturer un gars et l'amener au front. Les 2 gars qui faisaient de la boxe à côté de celui qu'ils essayaient d'enlever sont venus lui porter secours. Les mecs du TCC ont pris une dérouillée et manque de bol pour eux, ils se sont fait filmer en train de se prendre une dérouillée par des types qui avaient leur gants de boxe à la main et qui les ont passés à tabac, et ce qui a permis à ce gars-là d'éviter d'être envoyé de force au front. Donc voilà, la situation globale, c'est à peu près celle-là. Donc tout n'est pas reluisant en Russie, c'est pas la perfection, de toute façon ça n'existe pas,
mais ça continue de tenir. Oui, il y a des gens qui disent qu'il faudrait aller plus fort, il faudra accélérer. Et puis, il y a des gens comme Vladimir Poutine qui sont des gens extrêmement raisonnables, extrêmement posés, qui ne veulent pas réagir comme des animaux de cirque ou comme des chiens de Pavlov, hein, et qui prennent toujours le temps de mesurer le pour, le contre. Et puis, quand c'est nécessaire, comme on l'a vu après les morts de l'école normale de Starobelsk, sont capables de balancer une salve de missiles avec de l'Oreshnik pour renvoyer au terminal des prétentieux, comme on dit dans les tontons flingueurs, certains à Kiev. Et puis voilà. Et maintenant, la Russie ciblera systématiquement la ville de Kiev et les centres de commandement qui y sont installés, où qu'ils soient, hein, puisque c'est pas forcément dans la rue X de tel quartier, là où c'était en 2022 avant le début de l'opération spéciale. Hein. Les Russes sont très au courant des déplacements de certaines institutions dans des lieux qui n'ont plus de rapport avec l'adresse initiale et se priveront pas, même si c'est des sites qui sont officiellement civils, pour les bombarder et anéantir les centres de commandement correspondants. Alors, deux questions pour terminer sur ce chapitre. La première, il y en aurait même trois. La première, c'est est-ce que les drones, la production massive maintenant de drones des Européens aide à geler le front, ou bien est-ce que la Russie réussit à passer outre? Deuxième question, est-ce que au-delà du Donbass, il y a ou non une volonté russe d'aller sur la Novorossia jusqu'à Odessa? Ça, c'est déjà ces deux éléments liés au terrain de combat. Et puis après, j'en aurai une dernière. La production de drones européenne, elle commence à se faire sentir, mais il faut bien, il faut bien la comprendre dans l'aide aux limites que subit l'industrie ukrainienne elle-même. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont arrivés à un niveau de production très élevé de plusieurs millions de drones produits, mais le problème, c'est que leur industrie, même si elle a été disséminée sur le modèle mis en place par Albert Speer en 1943 pour l'industrie allemande face au bombardement stratégique anglo-américain, elle prend quand même des coups. Hein, parce que même si vous avez un petit atelier qui est disséminé au fin fond d'un bled, les Russes finissent par le repérer et lui mettent un drone dans la figure et il s'arrête. Donc, pour éviter les à-coups dans la production ukrainienne, c'est là que vient l'aide occidentale. Alors, ça va peut-être à terme, puisque les Britanniques ont promis des centaines et des centaines de milliers de drones, il faudra voir à quelle vitesse eux les produisent, ça va peut-être permettre non seulement de pallier, mais ensuite augmenter finalement le nombre de drones disponibles. Mais pendant ce temps-là, la Russie continue de produire. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir sur le terrain, par exemple à Konstantinovka dans la guerre urbaine, hein, par rapport à ce qu'on avait vu à Mariupol, c'est que là aujourd'hui, les Russes ont 3 niveaux d'appui-feu pour aller prendre un bâtiment quand les Ukrainiens n'en ont plus qu'un pour le défendre. C'est-à-dire les Ukrainiens, c'est le drone pour tout faire. Ce que faisait le mortier lourd ou léger, ce que faisait la pièce d'artillerie lourde de campagne ou ce que faisait l'aviation. Aujourd'hui, dans Konstantinovka, on assiste à quoi? On assiste à bien évidemment, des reconnaissances. Ça, les drones continuent de faire de la reconnaissance tout azimut. Ensuite, vous avez des frappes ciblées par des drones sur des objectifs, on va dire, de niveau faible en termes de résistance avec le bâti. Si vous avez des résistances plus importantes avec des positions qui ont été aménagées, vous allez avoir du tir de 152 mm pour, comme on dit, aplatir et traiter la cible. Et si c'est nécessaire, comme on le voit avec certaines barres d'immeubles qui datent de la période de Khrouchtchev, les Russes arrivent avec une bombe de 3 tonnes, une bombe planante de 3 tonnes. C'est-à-dire que le commandant d'unité tactique sur le terrain côté russe, en fonction de la nature de l'objectif qu'il a à détruire en face de lui pour le conquérir, il a toute une panoplie, il a un vrai couteau suisse, comme un vrai officier devrait en avoir dans chaque armée, pour pouvoir anéantir en face. Et la position d'en face, les Ukrainiens n'ont que des drones. Donc automatiquement, même s'ils en ont beaucoup, même s'ils les utilisent très bien, je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens en termes de pilotes de drones sont probablement les meilleurs parce que vu qu'il ne leur reste que ça, il leur applique une formation qui est probablement la plus aboutie de toute la planète. Hein. À voir avec les Chinois, mais sauf que là, les Ukrainiens, eux, c'est avec l'exercice immédiat de la guerre derrière, donc avec un niveau d'expérience qui sera de toute façon toujours supérieur.
Mais est-ce que ça va empêcher les Russes de prendre Konstantinovka? Pas du tout. Est-ce que ça va empêcher les Russes de prendre Pokrovsk? Pas du tout. Est-ce que ça va empêcher les Russes de prendre Gouliapolye? Pas du tout. Est-ce que demain, les attaques qui viennent de redémarrer pour prendre Liman, ça va empêcher les Russes de prendre Liman? Non. Donc, c'est toujours la même chose. On a l'impression, parce qu'on nous le survend, qu'un élément va être déterminant. Alors oui, il est déterminant parce que sans lui, alors là, il n'y a plus d'armée ukrainienne pour tenir le front. Enfin, elle n'a plus de moyens. Mais pour le moment, ça n'a toujours rien changé dans la balance ni opérative ni stratégique. Ça contraint juste la Russie à continuer cette guerre d'attrition lente qui n'est pas du tout comprise ici par les imbéciles et qui permet aux imbéciles de dire ah, regardez, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Voilà, c'est tout. C'est le seul intérêt à la fin. Hein, le seul effet final recherché, c'est celui-là. Alors ensuite, quant à la Novorossia, on verra bien. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions de négociation entre le camp occidental, parce que je ne vais plus dire l'Ukraine, mais entre le camp occidental et les Russes sont au point mort, que les Russes ont bien compris à quel point, y compris avec ce qu'a tenté Donald Trump, on n'allait nulle part. Donc aujourd'hui, à part la force, je ne vois pas ce que les Russes vont utiliser. Et dans cet emploi de la force, la possibilité d'aller s'emparer de toute la Novorossia reste effectivement tout à fait envisageable. Parce qu'on sait bien qu'après, là, Vladimir Poutine a rajouté un élément supplémentaire sur la table, c'est qu'il a parlé d'octroyer de facto la citoyenneté russe aux gens qui vivent en Transnistrie. Donc, s'il leur offre la citoyenneté russe de facto, ça signifie qu'il ne faut pas les laisser isolés au milieu de la Moldavie et de l'Ukraine d'un côté, parce que, comme je l'ai annoncé sur cette chaîne il y a déjà bien longtemps, s'il fait ça, c'est le casus belli de la guerre de dans 20 ans. Hein, que les Occidentaux activeront pour refoutre pour remettre le désordre dans la région. Voilà. Donc là, il y a des indicateurs forts, puisque Poutine lui-même évoque ça publiquement, qu'on aille effectivement jusqu'à la Transnistrie. Les risques de provocation des Occidentaux, des Européens, en Baltique par exemple, le fait qu'ils aboient toujours dès qu'il y a enfin la Baltique, les pays baltes, et puis aussi même jusqu'en Roumanie. Hein. 4 ans de provocation, 4 ans de patience bouddhiste de la part du Kremlin. Voilà. Cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, c'est tout. Moi, voilà le fruit de l'expérience quand c'était les premières provocations avec le pont de Kerch en 2022, en octobre 2022. On pouvait se dire bon, alors là, les Russes, ils vont faire quoi? Bon, bah, on a vu, voilà, ils encaissent. Ils te renvoient au terminal des prétentieux quand c'est nécessaire, parce que c'est ce qu'ils avaient fait avec le pont de Kerch. Hein. N'oubliez pas. Les gens ont dit oui, le pont de Kerch, les Russes, ils ont pris un gros coup et puis ils feront rien. Ah bah non. Alors, le pont de Kerch, c'était un samedi. C'était de mémoire le 8 octobre 2022. Le 10 octobre au matin, il y avait des vidéos à 8 heures du matin, heure française, partout sur les réseaux, de gens qui couraient dans tous les sens à Kiev parce que les Russes étaient en train de mener une frappe gigantesque de missiles balistiques sur toutes les infrastructures de commandement et énergétiques ukrainiennes. Donc les Russes font ce qu'ils estiment devoir faire pour répondre à ces provocations. Nous, parce qu'on est des débiles et qu'on est moralement, émotionnellement, affectivement des enfants, on est là, oh, ils ont fait ça, vas-y, il faut lui mettre une grosse tawa dans sa tête. Mais tais-toi, je veux dire, on ne dirige pas un État comme la Russie, comme on gère la bagarre dans la cour de récréation avec le premier mec qui te casse les pieds. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ici, on n'est qu'avec des mômes, hein, qu'on 20 balais, qui connaissent rien à la vie, et qui disent regardez, les Russes, ils font rien, ils s'en prennent plein la tête. Mais taisez-vous. Mais taisez-vous, on ne gère pas des rapports de force de ce niveau-là avec la mentalité d'un gamin de 10 ans qui joue aux billes et qui perd ses billes dans une partie quand il est en primaire. C'est ça le problème aujourd'hui à travers tout ça. Ben oui, les autres, ils font des provocations. Ma bonne dame, les Russes, ils ont l'habitude avec les anglo-saxons de vivre leurs provocations depuis tellement de temps que croire que ça va changer la donne aujourd'hui et que d'un seul coup ils vont se mettre à utiliser le feu nucléaire ou je ne sais quoi, c'est n'importe quoi. On l'a expliqué quand il y a eu le premier emploi de missiles Oreshnik. Les Russes n'ont plus besoin du nucléaire pour justement éviter ce seuil fou
ils ont des missiles Oreshnik dont la seule énergie cinétique permet de créer des dégâts qui sont suffisamment importants et accessoirement spectaculaires pour envoyer des messages à qui de droit. Il n'y a plus besoin d'employer l'arme nucléaire. C'est d'ailleurs bien ça qui enquiquine les Américains et les Anglo-Saxons au plus haut point. C'est qu'eux n'ont toujours pas cette capacité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, même si ce n'est pas des Oreshnik, ça reste des missiles balistiques très, très performants, on voit bien aussi aujourd'hui que c'est cette stratégie-là qui sert les intérêts iraniens pour frapper Israël et envoyer des messages et dire « Ah ok, vous avez tapé le sud de Beyrouth, très bien, on va s'occuper de vous, vous allez voir ». Voilà, donc faut arrêter, moi j'en peux plus de cette histoire de réaction de gamins de cours de récré. Ah les Russes, ils n'ont pas les coronets, ah regardez, ils n'osent pas faire ci, ils n'osent pas faire ça, mais taisez-vous, taisez-vous, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Voilà. Alors, et peut-être le moment de revenir sur le livre Les fantômes d'Azovstal, un laboratoire de guerre de la guerre d'Ukraine à Mariupol aux éditions de Géopolitique profonde de Sylvain Ferreira. C'était une bataille justement très acharnée sur une cité. Est-ce qu'on pourrait avoir l'équivalent demain d'un Mariupol? Ah bah alors, Mariupol, en fait, moi j'aurais pu, mais bon, je vais faire un peu de publicité pour un peu d'annonce pour nos auditeurs. Je vais écrire pour Géopolitique profonde, là, dans le courant de l'été, un ouvrage sur un bilan de l'armée russe en Ukraine, pour expliquer que finalement, Mariupol, bah, c'est un moment très important parce que c'est la fin d'un cycle dans toute l'histoire militaire. C'est-à-dire que on considérait jusqu'à maintenant que la guerre urbaine moderne avait démarré en 1936 dans les rues de Madrid, dans les faubourgs de Madrid, avec la guerre civile espagnole, et que à partir de là, s'était forgé une espèce de modèle de ce qu'était la guerre urbaine, de ses conditions de combat, etc. Alors que ce soit en guerre, on va dire classique, ou dans des conflits asymétriques après, comme on le verra avec la bataille de Hue pendant la guerre du Vietnam. Mais la bataille de Mariupol, en fait, ce qu'elle a fini, sans le vouloir, sans le savoir, par faire, c'est clore ce cycle. Pourquoi? Parce que c'est la dernière grande bataille urbaine de l'histoire où il n'y a pas l'omniprésence des drones qui modifient les conditions telles qu'elles étaient, enfin toutes les permanences qu'il y avait depuis Madrid dans toutes les batailles urbaines, eh bien, elles vont s'arrêter avec la bataille de Mariupol parce que après, on a ce que je pense être la bataille de transition. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre juste sur cette bataille qui est Bakhmout, puisque Bakhmout est la deuxième grande bataille urbaine de la guerre en Ukraine, même s'il y avait eu Severodonetsk et Lysychansk, mais c'est des batailles qui avaient duré moins longtemps. En tout cas, là, avec Bakhmout, c'est le moment de bascule dans un autre moment de l'histoire. Ça sera l'an zéro de la nouvelle forme de guerre urbaine à l'ère des drones. Voilà. Alors, au début de Bakhmout, on avait quelques drones suicides, les fameux drones FPV, et puis on en a eu de plus en plus vers la fin, même si c'était pas au niveau où on en aura l'année suivante avec Avdiivka, où là, Avdiivka, bah, ça y est, on est passé de l'autre côté du miroir, où là, les drones FPV font la pluie et le beau temps, malheureusement, sur le champ de bataille, et où là, la forme de guerre urbaine, tout comme la guerre en race campagne, a totalement changé. Voilà, donc Mariupol, on peut dire, il y a Madrid, c'est la bataille, c'est l'an zéro de la guerre urbaine moderne contemporaine, et Mariupol, c'est la fin de cet âge-là. Ouais. Bakhmout, ce sera la bataille de transition, et Avdiivka deviendra la première bataille de cette nouvelle forme de guerre urbaine saturée par les drones de part et d'autre, avec une intensité monumentale. Donc aujourd'hui, les batailles suivantes, Avdiivka, Pokrovsk, Mirnograd, Kupiansk, aujourd'hui Konstantinovka, se font sur un schéma où, bien évidemment, quand on dit que les choses évoluent, ça veut dire qu'on garde quand même des éléments de l'ancien temps. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les Russes ont toujours les pièces d'artillerie ou l'aviation pour les soutenir. Mais maintenant, ils ont, comme leurs adversaires ukrainiens, parce que c'est intéressant de voir ce que fait le drone tant en attaque qu'en défense,
eh bien, le drone vient faire des choses que personne ne pouvait faire. Et puis, bien sûr, au-dessus des drones FPV, on a les drones d'observation qui créent une espèce d'omniconscience, d'omniscience sur le champ de bataille que n'avaient pas les chefs autrefois. Parce que même si des images satellites pouvaient vous être transmises assez rapidement il y a encore une quinzaine d'années, ça ne vous permettait pas de voir évoluer systématiquement les combattants du camp d'en face. Alors que là, ça contraint à se dissimuler, ça contraint à adopter des stratégies de déploiement des unités de progression qui sont beaucoup plus relâchées encore qu'avant. Aujourd'hui, on était à Mariupol avec des groupes d'assaut qui comptaient encore 6 ou 7 combattants pour attaquer un objectif en ville. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 ou 3 maximum. Il faut être extrêmement disséminé pour justement offrir les cibles les plus petites possibles aux drones. Parce que si vous êtes 6 ou 7 et qu'il y a un drone qui arrive, ça va créer des dégâts qui vont être conséquents et difficiles à encaisser. Alors que si vous êtes que 2, le drone, si vous arrivez à séparer votre binôme, le drone, il va être obligé de faire un choix entre les deux. Vous êtes sûr qu'il y aura au moins un survivant. On remercie Isabelle Auty pour ce don et merci pour votre travail. Merci à vous, Isabelle Auty. Je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais, oui, il nous reste du temps pour continuer ces échanges, Sylvain. Revenir peut-être maintenant sur bien la situation au Moyen-Orient. Vous avez un peu évoqué cela, en tout cas sur le rapport à la géopolitique mondiale et à la Chine avec François Martin. Revenir au conflit en lui-même avec donc un retour de flamme depuis 24 heures. Néanmoins, on a l'impression d'un Trump totalement coincé dans cette guerre. Oui, on avait dit qu'il ne fallait pas y aller, qu'il ne devait pas y aller, que c'était une énorme bêtise à tous les niveaux d'y aller. Bon, quelqu'un lui a forcé la main à un moment ou un autre pour y aller. Il y est allé et il s'en mord les doigts. Voilà, c'est tout à fait, tout se tient d'un point de vue logique. On voit bien aussi, on en avait parlé lors de ma dernière intervention, que c'est bien la guerre d'abord d'Israël contre l'Iran et le Liban, dans laquelle les États-Unis ont été plus ou moins contraints d'intervenir. C'est pas les États-Unis tout seuls qu'on dit on va attaquer, éventuellement avec le soutien israélien, l'Iran. C'est pas du tout ça. On le voit bien aujourd'hui. Qui continue la guerre? Qui continue de bombarder des populations complètement innocentes de tout? Qui continue de violer les cessez-le-feu en permanence? C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Iran, c'est l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un objectif politique qui est bien défini en marge de tout ça, dans lequel ils ont réussi à insérer les Américains avec la fausse histoire de la bombe nucléaire iranienne que Netanyahou nous vend depuis 98 ou 99 dans ses interventions à l'ONU. Donc voilà, aujourd'hui, l'Iran est donc obligé de rentrer à nouveau en conflictualité ouverte à coups de missiles pour soutenir le Hezbollah, pour dire, voilà, vous voulez pas respecter le cessez-le-feu, nous, on a les moyens de vous contraindre, ou en tout cas de vous poser des problèmes, et puis, puisque vous voulez pas, on a aussi la réactivation quasiment immédiate. Les frappes iraniennes, c'est dimanche soir, et hier matin, Ansar Allah au Yémen dit c'est bon, alors eux aussi ont tiré, on ne sait pas combien exactement de missiles balistiques en direction de Tel Aviv. Il semblerait qu'il y en ait un qui a été intercepté, mais on n'en sait pas plus. Et derrière, ils disent voilà, on va fermer le détroit de Bab el-Mandeb à tous les bateaux qui ont des intérêts israéliens de près ou de loin. Et si les Américains s'en mêlent, on fermera aussi pour les intérêts américains. Voilà, donc les centres de gravité si chers à mon ami Hervé Carès, il a bien raison, puisqu'en terminologie militaire, c'est bien de ça dont il est question. Les centres de gravité de l'Iran sont toujours protégés, ils sont toujours intacts, alors que ceux de l'adversaire sont soumis à des tensions permanentes, voire détruits si on parle des bases américaines dans le Golfe. Donc au final, voilà, les Iraniens, on l'avait expliqué, avaient des moyens, avaient donc des proxys parmi ces moyens,
tout a été employé avec énormément d'intelligence, avec cette stratégie d'autonomiser en mosaïque le commandement des différentes zones pour que s'il y en a une qui était touchée, les autres continuent d'opérer sans le commandement central, etc. Enfin bon, ils ont fait quelque chose absolument de remarquable, de très efficace. Et puis on avait bien dit aussi que le peuple iranien, qui est le successeur du peuple perse, il allait pas se coucher comme ça du jour au lendemain face à l'agression israélo-américaine. C'était écrit. Voilà. Alors, ce qui n'était pas écrit, parce que je ne vais pas me dédire, c'était la direction iranienne, le gouvernement iranien dans ses multiples facettes. Est-ce que les gens favorables à un rapprochement avec les États-Unis et Israël allaient ou non pouvoir profiter de cette attaque pour prendre le pouvoir? Ça, par contre, ça restait la grande inconnue. Bon, ils n'ont pas réussi leur coup, parce que on se doute bien qu'il y avait, comme au Venezuela, des tensions, et notre ami Thierry Messant, que je salue, en a parlé maintes et maintes fois, du fait que le gouvernement iranien, c'est pas un bloc monolithique, déjà entre sa partie cléricale, sa partie civile, les gardiens de la révolution, l'armée, etc. Eh bien, ces gens-là n'ont pas réussi le plan qu'ils avaient ourdi éventuellement avec les services occidentaux, n'a pas permis de prendre le pouvoir en profitant de ce chaos. Donc maintenant, on a affaire à des gens qui sont résolus à maintenir en place leurs institutions, leur système de gouvernement, leur orientation gouvernementale. On a aussi vu la profondeur du personnel politique et militaire. C'est-à-dire qu'on a vu à quel point ils avaient prévu les multicouches de frappe, de décapitation. Ah oui, vous avez le premier niveau, t'inquiète, on en a un autre. Deuxième niveau, t'inquiète, on en a encore un autre. Et aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau, globalement, je pense qu'on est autour du 5e niveau de remplacement de certaines figures majeures de l'ensemble de l'appareil d'État et de l'appareil militaire et clérical de l'Iran. Les gens, ils sont toujours aussi compétents. Ça doit aussi interpeller. Sur le fait que les gars avaient préparé en amont et que ce niveau de préparation, il est absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est pas, tiens, on a éliminé le premier et puis le second, il est complètement neuneux et il sait rien faire. Non, non, vous en êtes peut-être, je pense, dans certains postes. Depuis, en tout cas, la guerre des 12 jours, on doit être au 5e personnage en charge de tel ou tel département après l'élimination d'au moins 4 de ses prédécesseurs, et le département continue de tourner comme si de rien n'était. C'est absolument remarquable. Et ça en dit long sur le fait que les Israéliens, au niveau de leurs services secrets, se sont fait des illusions qui sont nées de leur condescendance à l'égard de leur adversaire. Illusions qu'on voit aussi se manifester sur le terrain des opérations militaires propres dans les combats contre le Hezbollah depuis que l'armée israélienne a pénétré au sud Liban. Puisque là, on voit une armée qui est censée être la plus réactive du monde depuis 1948 pour apprendre de ses propres erreurs et apprendre de ce qui se passe ailleurs dans le monde en termes d'évolution du combat. Et là, on a abordé le thème des drones avec la guerre en Ukraine. L'armée israélienne est rentrée au sud Liban avec 2 problèmes, dont un me paraît terrible, c'est-à-dire qu'elle aurait ignoré que le Hezbollah possédait des drones FPV comme l'armée ukrainienne ou l'armée russe. Et que même parmi ces drones FPV, il y en avait déjà qui étaient à guidage à fibre optique, donc on ne peut pas brouiller. Ça, que les services de renseignement israéliens l'aient ignoré, aujourd'hui, moi qui suis un analyste de ces choses-là, je ne m'en remets toujours pas. Je me dis, mais comment c'est possible? C'était là, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Pas eux. Bon, premier point. Et donc, second point, en conséquence de ça, leurs chars, leurs véhicules de transport de troupes, les Merkava et les Nammer, leurs transports de troupes blindés, sont entrés au sud Liban sans aucune protection anti-drone. Aucune. On est en 2026, on n'est pas en 2022, où on serait concomitamment à ce qui se passait en Ukraine, où on n'aurait pas encore compris, machin, etc. Non, nous sommes en 2026, les unités blindées israéliennes sont entrées au sud Liban avec des véhicules qui ne sont absolument pas protégés contre les drones. Et donc, qu'ont fait les gars d'Al-Manar, la télé du Hezbollah,
qui envoient des caméramans ou qui reçoivent les images des gars qui sont sur le terrain en train de se battre avec l'armée israélienne. Ils ont inondé les réseaux sociaux et Telegram en particulier de vidéos où ils tapent des chars israéliens avec des drones FPV guidés par fibre optique. Ça leur fait une propagande de dingue. Et alors, l'autre point, parce que là, moi je dis c'est pas possible, parce que ça, c'est les drones, bon, c'est la grande nouveauté. Bon, 4 ans quand même, mais c'est la grande nouveauté. Mais les premiers chars et les premiers véhicules israéliens qui ont été détruits, ils ont été détruits par des missiles anti-chars russes Kornet, fournis depuis belle lurette au Hezbollah, puisqu'il y en avait déjà en 2006, quand Israël a pénétré la même zone et que le Hezbollah lui a tendu un piège monumental. Alors, à l'issue de cette guerre de 2006 contre le Hezbollah, il y a eu une commission d'enquête à la Knesset avec un rapport que j'ai lu depuis lors, et pas là à cause de ce qui se passe, je l'ai lu avant 2022, puisqu'il est disponible en anglais. Parce que justement, je faisais des articles pour les éditions Caractère sur les retours d'expérience de l'armée israélienne. Bon, cet article n'a pas paru, mais j'ai quand même eu le rapport. Les Israéliens avaient creusé pour comprendre comment les mecs du Hezbollah leur avaient tendu des pièges anti-chars avec ces missiles, comment il fallait essayer de les contrer, comment ceci, comment cela. 20 ans se sont écoulés et toutes ces conclusions ont été oubliées. C'est fou. Jamais l'armée israélienne ne s'est retrouvée dans cette situation-là. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'armée israélienne n'est que le reflet, comme toute armée, de sa société, et que sa société est en train de péricliter sous le poids des abrutis fanatiques que sont des gars comme Smotrich ou Ben Gvir, qui ont une descendance à vomir à l'égard des Arabes, qui pensent que ce sont des animaux, ils l'ont assez dit au moment de Gaza, et qui donc se disent il n'y a même pas besoin de prendre des précautions quelconques, on va les écrabouiller. Et d'ailleurs, on le voit dans le comportement de pillage, etc., auquel les soldats israéliens se livrent au Sud-Liban, qui ressemble à ce qu'ils ont fait à Gaza et à ce qu'ils font en Cisjordanie, toujours dans le silence le plus ahurissant. Parce que aujourd'hui, n'oublions pas, excuse-moi ce coup de gueule en aparté, Nicolas, mais moi, ce que je ne supporte plus depuis avant le 7 octobre, puisque Veille Stratégique était un des seuls médias, sinon le seul média en français à le dire, c'est que on nous parle un peu de temps en temps de Gaza encore en la marge, un petit peu. Bon, on nous parle un peu du Sud-Liban, parce qu'avec Saadé dans les médias en France, il faut quand même qu'on parle un peu du Sud-Liban. Mais on se tait sur la Cisjordanie, alors que ce qui s'y passe, c'est de la folie. C'est de la folie, et que ça a commencé avant le 7 octobre 2023. C'est ça qu'il faut aussi insister là-dessus. C'était mon coup de gueule de la matinée. Mais donc, l'armée israélienne, aujourd'hui, on pourrait dire, ah bah oui, mais alors, ils apprennent plus, etc. Non, parce qu'ils sont dans un hubris à l'égard de leurs adversaires qu'ils traitent comme des bêtes, donc avec une déshumanisation totale. Et donc, ils se sont dit, à quoi bon prendre des précautions, en face, c'est des bougnoules, excusez-moi cette expression, mais c'est comme ça qu'ils le considèrent. Et on va leur marcher dessus, sauf que les types en face, alors nouvelle erreur des services de renseignement, et puis de la publicité des services de renseignement, et surtout d'ailleurs de la publicité des services de renseignement israéliens, qu'est-ce qu'on nous a dit après l'histoire des beepers et des pagers? Que le Hezbollah, dans sa partie militaire, avait été décapité. Jaco a expliqué que c'était pas ça, que c'était surtout la structure politico-humanitaire du Hezbollah qui avait été effectivement décapité, mais certainement pas la branche militaire. Mais sauf que nous, c'est ce que les médias nous ont fait croire. Et donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'ils avaient des stocks de munitions monumentaux par rapport à ces missiles anti-chars Kornet, qu'ils avaient donc récupéré des drones FPV, y compris à fibre optique. Et donc, on se demande comment les Israéliens ont laissé passer cette information-là, et que du coup, ils ont subi revers sur revers, et que la seule chose dont ils peuvent, entre guillemets, se féliciter, mais qui est abjecte, c'est qu'ils sont en train de détruire chaque village du Sud-Liban pour mieux pouvoir coloniser la zone. À coup de dynamitage, à coup de bulldozer, voilà, c'est la seule chose qui se produit, et c'est là qu'on voit bien quel est l'objectif final, l'effet final recherché. C'est pas vaincre le Hezbollah, parce que là, ça se passe pas bien du tout pour eux.
c'est simplement de dire on va aplatir tout ça parce que les réfugiés auxquels on a dit partez vers le nord, on détruit toutes leurs habitations, ils ne reviendront jamais et donc c'est nous qui prendrons la place après. Voilà. C'est de la folie. C'est de la folie. On remercie Olgounet. Merci pour votre combat, 5,99 € de dons. Très généreux, certains membres, en tout cas, du chat ce matin avec leurs différents dons. Merci à eux, en tous les cas. Comment envisager maintenant, je dirais, la fin de cette guerre? Parce qu'on sent que Trump a envie de se désengager par tous les moyens, que Israël, lui, n'en a pas fini avec cette guerre, aimerait la prolonger. Netanyahou se sait très proche, plus proche finalement de la prison que du triomphe actuellement, et il fera tout pour maintenir en tout cas la guerre et maintenir les États-Unis au Moyen-Orient le plus longtemps possible, avec en plus de ça des pays du Golfe qui eux aimeraient que tout ça trouve une solution d'une manière ou d'une autre. À ton avis, quelle va être quels sont les espoirs de fin de conflit aujourd'hui au Moyen-Orient? Comme je l'ai dit l'année dernière avec la guerre des 12 jours et son déclenchement juste au lendemain de l'échec de la motion de censure du parti Chasse à la Knesset, on approche de la date du 13 juin. La Knesset vient de voter son autodissolution comme le prévoit la constitution israélienne. Et donc, on sait qu'avant, au plus tard, je crois, c'est maintenant début octobre, au plus tard, va y avoir de nouvelles élections en Israël. Donc, voilà, tout ce que j'ai énoncé il y a un an, enfin un peu moins d'un an, voilà, c'est là qu'on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que le sablier dont je n'ai cessé de parler arrive à la fin. Netanyahou tente par tous les moyens de faire le tapis, d'obtenir le maximum de gains avant que ça s'arrête. Et puis, une fois que les élections vont avoir lieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être subtils, qui ne veulent pas comprendre les paradoxes et les complexités, etc. Il y a une immense majorité d'Israéliens qui soutient la guerre contre l'Iran, parce que ça fait 40 ans qu'on les abreuve matin, midi et soir depuis qu'ils sont gosses, par tous les moyens médiatiques israéliens, que c'est l'ennemi d'Israël, que c'est le pays le plus puissant de la région qui veut éradiquer Israël, etc., etc., mais qu'il n'y a plus de majorité pour soutenir Netanyahou et son gouvernement. C'est paradoxal. Les gens veulent effectivement que cette guerre aboutisse par une victoire d'Israël sur l'Iran, mais ils ne veulent plus qu'à la fin, ce soit Netanyahou qui soit leur Premier ministre. Alors, moi qui suis un spécialiste, entre autres, de la Seconde Guerre mondiale, je vous rappelle, fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mai 1945, grand vainqueur parmi les grands vainqueurs emblématiques, Winston Churchill. Des élections sont provoquées dans la foulée en Grande-Bretagne et Winston Churchill se prend une branlée. Il est ratatiné aux législatives de sortie de guerre en 1945. Donc, c'est tout à fait… Alors que le soutien à sa politique jusqu'à ce que la victoire soit obtenue contre l'Allemagne, il était total. Donc, ce n'est pas impossible que ces sondages nous disent quelque chose d'assez vrai sur la société israélienne. C'est-à-dire que les gens, quand on va leur dire, voilà, on change de gouvernement, oui, non, ils vont voter favorablement à ce changement de gouvernement. Donc, maintenant, dans cet intervalle, que va faire Netanyahou pour aller encore plus loin ou pas? Moi, je pense que là, dans le petit jeu good cop, bad cop avec Trump passe quand même des messages, parce que quand il laisse filtrer le fait qu'il l'a traité de cinglé en lui disant « sans moi, tu serais déjà en prison, plus personne ne voudrait de toi », je pense que c'est pas, encore une fois, dans la com de Donald Trump, rien n'est anodin, rien n'est gratuit, et que ça doit être un moyen de lui dire, voilà, tu as une marge de manœuvre, maintenant, c'est le Liban, et puis au-delà, tu ne peux plus rien faire, parce que de toute façon, militairement, tu n'as plus les moyens d'aller plus loin. Là, il y a eu quelques frappes menées par des avions israéliens, semble-t-il, donc en riposte aux missiles balistiques iraniens dans la nuit de dimanche à lundi. Ça aurait touché des infrastructures, mais ça reste, c'est une tête d'épingle par rapport à ce qui s'est passé du 28 février au 3 mars. Donc voilà, je pense que malheureusement, c'est le problème du Liban qui reste au cœur
de cette solution ou non, mais que tout ce qui concerne le Golfe, c'est déjà réglé. Les Américains ont perdu, les pays du Golfe vont se tourner comme personne vers la Chine. François en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est fini. Enfin, je veux dire, toutes les bases américaines, sauf une, sont complètement hors service, ratatinées. Des milliards de dollars d'équipement ont été balayés par les missiles ou les drones iraniens. La défaite dont moi je parlais, si les Américains allaient là-bas, ben voilà, elle est là, c'est tout. Donc, il faut savoir comment on va empêcher ou pas Netanyahou de faire n'importe quoi au Liban dans les semaines qui viennent avant que les élections soient convoquées officiellement avec des dates précises et puis que là on sait à telle date il n'y aura plus Netanyahou en Israël et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que il avait créé des dégâts colossaux pour bien évidemment l'image d'Israël, que bien évidemment tout le crédit shoatique s'était effondré, le peuple juif, peuple martyr qui est en train de défoncer toute la région à coups de bombes, de génocider les Gazaouis et compagnie, de faire une épuration ethnique hors caméra en Cisjordanie, tout ça, ça tenait plus. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi j'ai été très étonné il y a quelques semaines, Alain Finkielkraut a traité les colons israéliens de Cisjordanie de nazis sur France Télévisions. Vous voyez comment ça évolue, hein. On est passé de Sylvain, t'es un antisémite notoire parce que tu cites Leibovitz qui disait déjà que les Israéliens avec Ariel Sharon avaient inventé le judéo-nazisme, hein, en 82-83 avec la première invasion du Liban, hein, voilà. Là maintenant même Alain Finkielkraut il dit que les colons en Cisjordanie sont des nazis et se comportent comme tels. Bon, voilà, alors je sais pas, peut-être que maintenant Alain Finkielkraut est devenu antisémite et antisioniste. Ça devient compliqué, hein, ça devient très très compliqué. Alors, un super chat auquel tu vas pouvoir répondre, Sylvain, de Soufiane Biadila. On revient à l'Europe. Tu as dit l'essentiel, je pense, sur le Moyen-Orient. Quelle est la place de l'Europe? Alors même si tu vas avoir l'impression d'avoir déjà répété 100 fois les mêmes choses, mais bon. Quelle est la place de l'Europe dans ce jeu géostratégique? Est-ce que l'inaction et la non-prise de position claire confirment une vassalité assumée? Alors, l'Europe dans le jeu géostratégique, je suppose, cette fois-ci, plutôt vis-à-vis du Moyen-Orient, je pense. L'Europe, elle a été évacuée, elle s'est évacuée, si on veut regarder qui prend les décisions. Voilà, Macron a fait son cinéma sur la reconnaissance de la Palestine et malheureusement, ça n'a abouti à rien, puisque derrière, il n'y a pas eu d'action concrète pour soutenir cette reconnaissance. Et pour là où on le voit aujourd'hui, défendre le Liban, qui est notre allié, qui est plus que ça pour nous dans notre histoire. Hein, on avait toujours promis de les protéger, de les défendre. Bon, voilà, aujourd'hui, on est complètement absent. Alors, on gesticule diplomatiquement, parce que ça, on sait faire. Alors là, ça, pour gesticuler, il y a du monde. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a voté au niveau national ou au niveau européen des sanctions contre Israël équivalentes à celles qu'on a votées contre la Russie pour des choses qui sont beaucoup plus graves que ce que la Russie fait en Ukraine en termes de respect du droit international? On n'a rien fait. Donc, on s'est sorti de l'histoire. Voilà, on a montré qu'on n'était plus rien. Alors, il y a quelques États, et là, c'est là qu'on voit toute l'importance de la souveraineté, hein, pour tous nos amis européistes gaga. On a vu que certains États, et je pense notamment à l'Espagne, étaient capables de conserver une espèce quand même de position diplomatique internationale décente au nom de leur souveraineté et non pas au nom de l'Union européenne ou de quelques institutions comme ça internationales de plus en plus creuses. Voilà, c'est tout. Donc après, la France, elle fait tiens, ah oui, il faut convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU. Et il en sort quoi pour sauver les Libanais? Rien. Hein? Donc, c'est n'importe quoi. Enfin, on le savait avec la guerre en Ukraine, qu'on était complètement sorti ou qu'on était en train de sortir. Bon, là, oui. Notre silence, et puis en plus, la concomitance dans le temps. C'est-à-dire qu'après avoir encore gueulé contre la Russie
pour avoir riposté aux frappes dévastatrices sur des civils à Starobielsk, on vient laisser Netanyahou faire ce qu'il veut. Et juste dire, ah, c'est pas bien, faudrait peut-être interdire le territoire français à Ben Gvir et Smotrich. Ah bon, peut-être. Non mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Les gens voient bien, hein, le deux poids deux mesures est toujours là, de plus en plus flagrant. Hein, les titres des journaux se préoccupent même plus de ça. On nous dit frappe massive de l'armée russe contre l'Ukraine, 3 petits points, 4 morts. Bon, et alors les frappes massives au Liban? Il y a plus de 3000 morts au Liban. Vous attendez quoi pour hurler? Ouais, une hypocrisie inimaginable. Soufiane, justement, qui nous précise tout à fait au niveau du Moyen-Orient, alors qu'elle a été piégée, donc l'Europe, dans la guerre en Ukraine, à se retrouver, malgré le premier client des USA en termes d'hydrocarbures, payant le prix fort. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment malgré elle, hein, l'Europe. Bon. Oui, enfin, alors là, c'est pareil. Par rapport, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, aux agitations européennes auxquelles on a encore assisté dimanche au 10 Downing Street avec mes copains les Dalton, qui étaient réunis. La réalité, bah, c'est les chiffres des importations de GNL russes du mois d'avril, oui, c'est ça, du mois d'avril, par la France, qui se chiffre à plusieurs millions de mètres cubes de GNL russe. Alors l'autre, il peut faire « Ah, les Russes, ils sont pas gentils, Madame Fedorova, c'est une agent russe. » Ben oui, et alors, pourquoi tu as été leur acheter du gaz? Ben parce que tu es à poil, mon coco. Alors arrête de nous raconter n'importe quoi, hein, puisque les Américains, on l'avait expliqué en 2024 sur cette antenne, allaient profiter avec cette histoire du gaz liquéfié, de gaz naturel liquéfié. Ils nous ont collé. Ah oui, oui, on va vous en vendre, avait dit Biden. L'autre, il avait fait monter les enchères, hein, comme tout bon commerçant. Le produit est rare, j'augmente le prix. Hein, et ben à force, entre la situation dans le Golfe Persique et cette situation avec le GNL, ben Macron, tout belliqueux dans ses propos, dans ses postures insupportables qu'il est, à la fin, il achète du GNL à la Russie, parce que sinon, ben, tout tombe par terre demain matin. Voilà. Donc, faut aussi reprendre les choses concrètes. Donc, c'est pour ça que je le dis depuis le début. Hein, les rodomontades, verre de whisky à la main, oui, je vais peut-être envoyer des mecs là-bas et tout. Ouais, c'est ça, c'est bien, Manu. Continue d'acheter du gaz aux Russes et fous-nous la paix. Alors, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'historien militaire du prochain 14 juillet, justement, avec les armées européennes, avec les avions ukrainiens qui survoleront les Champs-Élysées? Bah écoute, la seule fois de ma vie où Valéry Giscard d'Estaing m'a ému, c'est quand il a rappelé, avant le défilé où Mitterrand avait fait défiler les Boches de l'Eurocorps, bah j'ai la même indignation à cette différence-là que, à l'inverse de Valéry Giscard d'Estaing, je ne me suis pas affronté à la Wehrmacht à l'âge de 18 ans avec un bazooka à la main sur les bords du Rhin en 1945, ce qui était le cas de l'ancien président de la République, dont effectivement c'était le seul grand acte de patriote et courageux de son existence. Voilà, mais j'en pense autant que lui, il en pensait à l'égard de cette histoire avec Mitterrand. Hein, c'est du grand n'importe quoi, c'est une injure à notre histoire, c'est une injure à ce que représente doublement le 14 juillet dans le flou de la loi constitutionnelle de 1883, je crois, qui l'institue comme fête nationale. Hein, je rappelle que ce n'est ni officiellement l'anniversaire de la chute de la Bastille, ni officiellement l'anniversaire de la fête de la Fédération de 1790. Les républicains des années 1880 étaient assez en situation délicate par rapport au pouvoir, enfin au parti monarchiste pour pas statuer. Ils ont dit c'est la fête nationale, vous fêtez ce que vous voulez, la Bastille ou la fête de la Fédération. Donc voilà, quand on en est aujourd'hui réduit à faire ce genre de choses, bon bah voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est encore une fois la mise en scène de Macron, hein, parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est dire regardez l'Europe, c'est l'avenir, etc., etc. Bon bah voilà, les plus grands défilés impressionnants de l'Union soviétique et de ses satellites ont eu lieu juste avant sa chute. C'est vrai. Voilà, en tant qu'amateur de ce qu'est l'ordre serré prussien exécuté par des Allemands, je renvoie nos auditeurs téléspectateurs à regarder la vidéo de l'anniversaire
en 1989 de l'armée populaire de la République démocratique d'Allemagne, où on voit l'ordre serré prussien exécuté par des communistes. C'est toujours très drôle, avec la musique comme à l'époque de Frédéric II. Et c'est un défilé qui est magnifique pour quelqu'un qui s'intéresse aux forces du pacte de Varsovie sur le plan historique désormais. C'est un défilé magnifique. 6 mois plus tard, le mur tombait. Voilà. C'est ce qui pourrait arriver cette fois-ci à la France, même si on sent qu'il y a une volonté de durer chez les dirigeants, mais qui sont extrêmement rejetés. Voilà, parce que là, aujourd'hui, le grand problème dans l'Union européenne, c'est ce que j'évoquais hier, parce que j'ai trouvé ça la semaine dernière sur mes réseaux sociaux, c'est que Merz fait condamner comme Starmer des gens pour leurs propos sur les réseaux sociaux. Et là, on a un Allemand qui a été condamné parce qu'il a traité sur Facebook ou Instagram Merz de traître. Et le gars a été condamné à verser une amende colossale à cause de ça. Voilà où nous en sommes. Voilà. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où là on arrête des gens, vous avez écrit ça sur Facebook ou YouTube, tout, allez hop, en cabane. Là c'est avec les Boches que ça se fait. Bon, nous ici, on l'a vu, y a nos amis de SOS Donbass qui pourrissent en prison, et puis on vient de voir que des violeurs d'enfants, bon, eux, c'est pas grave, c'est pas problématique, voilà, c'est pas grave. Bon, Gérald Darmanin a dit, je vais faire le nécessaire. Bon, bah, très bien, très bien. Voilà où nous en sommes. Madame Braun-Pivet nous dit, il y aura plus jamais de problème comme ça avec les gosses, mais elles, comme l'archer, ne veulent toujours pas, par rapport à leur possible mise en cause, déclencher une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. On sait que notamment Madame Braun-Pivet, via ses avocats, est en plein dans cette affaire. Voilà, mais ils vont nous dire qu'ils vont protéger nos gosses des violeurs. Ben voyons. Voilà. Donc, voilà. Nous, on est, comme je le dis toujours, en marche. Voilà, on est vraiment en marche vers le Stade Novo version 2.0 qui était si cher à Salazar, au Portugal, il y a maintenant exactement 100 ans, puisque ça fait un peu plus de 100 ans maintenant que le gouvernement dictatorial qui permettra à Salazar d'arriver au pouvoir est arrivé aux commandes au Portugal. Bien. Eh ben, écoute, je vois que tu étais particulièrement en forme ce matin. Ah, mais j'ai pas fini. On n'a pas parlé des étoiles. Les étoiles du PSG. Mais oui. Les 2 étoiles. Vas-y. Voilà, je voulais finir par ça pour emmerder les cons qui vont toujours pas comprendre. Voilà, moi, le vieux supporter depuis les années fin 80, début 90, pas depuis que QSI est arrivé. Ben voilà, 2e étoile. Salut amis marseillais qui ne disputeront peut-être pas la Coupe d'Europe si l'UEFA en décide ainsi. Voilà, c'est merveilleux, c'est formidable. Et puis ce qu'on disait l'année dernière est toujours d'actualité. Qui a laissé les débordements avoir lieu dans Paris pour la énième fois, alors que nous nous souvenons, toi et moi, que quand il fallait empêcher les gilets jaunes de pénétrer dans Paris, la DGSI faisait un travail absolument remarquable pour identifier en amont les individus. Moi, j'ai vu les barrières de péage tout autour de Paris blindées de gendarmes mobiles, de CRS pour faire du filtrage des cars qu'amenaient les gilets jaunes sur Paris, dans les gares, etc. Enfin bref, un truc monumental qui montre le savoir-faire de notre police, parce que c'était tout à son honneur de nous montrer à quel point elle était efficace, même si c'était pas pour de bonnes raisons. Et puis là, tous ces individus qui viennent des banlieues de Paris, ou de certains quartiers de Paris, qui elles n'ont aucun problème pour opérer, alors qu'on savait bien avant que ça risquait d'arriver, notamment depuis la demi-finale remportée brillamment contre nos amis bavarois que nous aimons tant dans notre cœur. On a encore une fois assisté à un laisser-faire qui interroge. Oui, qui interroge, oui. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, parce que je pense que malheureusement, il y a des gens qui disent c'est le football. Là, avec la fête de la musique, il y aura la même chose, comme il y a eu la même chose avec la fête de la musique l'année dernière. Et là, ce qui était intéressant d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue, bien évidemment, des faits en tant que tels, c'est que
l'année dernière, les débordements s'étaient globalement limités à Paris. Et là, on a vu partout en France, y compris dans des petites villes, des petits villages, des débordements de même nature, avec des blessés, etc., des destructions, des pillages. Enfin, c'est très, très inquiétant quant au fait qu'on laisse faire tout ça, alors qu'en amont, on est tout à fait capable, voilà, puisque comme on vient de le dire, hein, en Europe, vous écrivez merde, c'est un traître, vous finissez devant un juge. Donc, si vous préparez n'importe quoi avec des feux d'artifice, avec des mortiers et tout pour aller faire foutre le chaos partout là où vous habitez, il y a à Paris, à la DGSI, ils doivent le savoir quand même. Ben oui, ils doivent le savoir, mais en tout cas, ils n'ont rien fait. Pourtant, c'était le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était attendu. Le mot de la fin pour Soufiane Biadila. Beaucoup de respect à vous deux, messieurs Stocker et Ferreira. Un média essentiel, pour ne pas dire alternatif, la nouvelle génération. L'histoire en sera témoin. J'espère que le Macron ne va nous faire le coup de l'ouverture des JO pour le 14 juillet. C'est vrai que si on a les chars de la Gay Pride un 14 juillet, on aurait repeint aux couleurs, non pas arc-en-ciel, mais bleu et jaune de l'Ukraine. Nous voilà bien. Bon. Oui, bah oui. Enfin bon, là maintenant, de toute façon, après ce qui s'est passé avec les JO, c'est vrai qu'il peut faire. Enfin, c'est fini. Il peut faire tout ce qu'il veut finalement, puisque on a déjà touché le fond avec la cérémonie des JO. Je pense. Voilà, on n'en a pas parlé. Hein. Tout le monde a complètement fermé ça. Voilà, on dit Madame Federova est un agent, ceci, cela, et vous avez laissé Zelensky réenterrer Melnik et son épouse avec pompe et trompette à Kiev. Bah, allez, c'est bon, terminé. Il n'y a plus rien à dire en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça sert même plus à quelque chose de perdre son temps à essayer de décortiquer tout ça, puisque tout est consubstantiel de la même chose, c'est-à-dire un dégoût total, et puis de leur part, une condescendance et un mépris à notre endroit qui est absolu. Donc à partir du moment où on a posé ça, bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à attendre, entre guillemets, que ça se termine, et puis voilà, c'est tout. Hein. On peut pas faire autrement. À être prêt à faire autre chose, mais là, analyser tout ça, ça ne sert plus à rien à mes yeux. Sinon, perdre son temps parce que ça ne vaut pas la peine. Marie-France Léonard, merci Nicolas pour les vraies infos grâce à François Martin et Sylvain Ferreira. Bon, bah voilà. Eh bien, voilà, les chauves, power. Chauve power. Bon, bah, il va me rester à te souhaiter une excellente journée, une bonne continuation, à rappeler les fantômes d'Azovstal. Nous ferons prochainement sur GPTV des émissions. C'est aux éditions Géopolitique Profonde, justement, ce livre de Sylvain Ferreira, et encore un livre en préparation durant l'été, vient de nous dire en avant-première Sylvain, sur justement toujours la Russie et l'Ukraine. Voilà, le but, c'est de faire, même si la guerre ne termine pas forcément cet été, mais que bon là, les révolutions techniques, doctrinales, dont j'ai déjà abordé certains aspects dans la revue Géopolitique Profonde en début d'année dernière, là, c'est de faire une vraie synthèse sur les 4 ans, sur l'ensemble des forces armées russes, et puis du coup de vous proposer par rapport à ce que j'ai vu avec les éditions Géopolitique Profonde, de vous proposer cet ouvrage-là, en gros pour Noël, comme ça vous pourrez le mettre sous le sapin et ça vous permettra d'aller plus loin que ce qu'il y a déjà dans ce Mariupol que je vous recommande quand même beaucoup, puisque même, j'en rigolais hier dans mon bulletin, puisque même à l'époque de sa sortie en catimini, le colonel Goya avait reconnu la qualité et la justesse de mon travail. Bon, il le disait pas publiquement parce que ses copains se seraient fâchés, hein, mais comme je disais hier, j'ai conservé les SMS sur mon téléphone portable où il dit tout le bien qu'il pense de cet ouvrage. Voilà. Lequel? Les fantômes de celui-là, dans sa première édition. La première édition de Mariupol, oui. Voilà, en 2022, le colonel Goya avait été obligé de reconnaître par SMS privé la qualité de mon travail et l'équilibre de mon analyse, où il y avait du coup aucun moyen de m'accuser de pris parti, contrairement à ce que certains avaient voulu faire croire à l'époque. Voilà.
Bon, ben voilà, merci beaucoup Sylvain. Soufiane qui nous fait encore un don, une grande générosité ce matin, et en particulier de Soufiane Biadila. Les médias mainstream ne sont plus regardés que pour les plus de 65 ans. Et nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt, un suivi des actualités out of the box, mais avec professionnalisme, pas avec un agenda. Non, Nous c'est dit sûr. Soufiane. Il n'y a pas d'agenda, ouais, c'est clair. Merci, merci beaucoup Sylvain. C'était un plaisir de te retrouver. On te souhaite beaucoup de succès aussi avec ton équipe de football américain. La finale approche dans quelques jours maintenant. Ouais, c'est ça, aussi. dans 10 jours. Dans 10 jours. Donc peut-être une étoile pour les Eagles, oui. C'est ça, les Eagles de... Les Eagles de Maubeuge, peut-être enfin, pour moi aussi comme pour eux, un premier titre dans ma carrière et eux dans leur histoire. Ce serait pas mal. Oui. Voilà.